C'était la nuit du 13 avril 1993, lorsque le ciel se mit à rugir avec une fureur inconnue. En quelques minutes, l'obscurité se transforma en un monstre d'éclairs et de vents déchaînés. Personne ne le savait encore. Mais ce serait la nuit la plus violente de l'histoire météorologique de l'hémisphère sud. Plus de 100 tornades, des colonnes timides aux entonnoirs dévastateurs, allaient s'abattre sur Buenos Aires avec une synchronicité terrifiante. Certains la surnomment la nuit des 100 tornades. Et aujourd'hui, nous allons passer en revue tout ce qui s'est passé. L'après-midi du 13 avril 1993, l'air au-dessus de la province de Buenos Aires semblait chargé d'une électricité invisible. Les champs, s'étendant à perte de vue, gardaient un silence étrange, presque empreint d'attente. Les animaux s'agitaient, les oiseaux volaient bas et les chiens aboyaient sans cesse. C'était comme si quelque chose de profond, d'indicible, se préparait au-dessus de leur tête. Alors que le soleil commençait à décliner à l'ouest, une ligne sombre se forma à l'horizon. Les anciens du lieu savaient que cette couleur, cette teinte dense, presque métallique, était de mauvais augure. En quelques minutes, le vent tourna et l'air devint lourd et immobile, comme si le monde avait cessé de respirer. Un éclair fendit le ciel, puis un autre encore. Ce n'étaient pas de simples éclairs, c'étaient des impulsions d'énergie qui illuminaient le paysage d'une lumière blanche et spectrale. Chaque éclair révélait une nouvelle forme dans le ciel, un mur de nuages qui grandissait et tourbillonnait tel un colosse vivant. C'était le prélude à quelque chose de gigantesque. À 20 heures, le ciel du nord-ouest de Buenos Aires s'ouvrit dans un grondement qui fit trembler les fenêtres et sols. Les météorologues décriraient plus tard une explosion convective. Pour les personnes présentes, ce fut comme si le firmament avait explosé. Dans le silence qui suivit, un bruit profond et continu se fit entendre, comme le passage d'un train jamais arrivé. La première tornade avait touché terre, de Henderson à Urdanpieta. Les témoins ont rapporté la même chose. Une colonne de vent tourbillonnant avec une force incroyable, soulevant poussière, arbres et fragments de tout sur son passage. Certains l'ont vu arriver, illuminé par la foudre. D'autres l'ont deviné au milieu du rugissement de la tempête. Mais tous s'accordaient sur une sensation. L'air vibrait et le temps semblait ralentir. Le premier n'était qu'un début. En moins d'une heure, de nouveaux panaches descendirent des nuages, presque à l'unisson, s'étendant sur plus de 200 km. Certains entonnoirs étaient minces, à peine perceptibles. D'autres, larges et sombres, se déplaçaient comme des bêtes en quête de proie. Les champs étaient tapissés de branches et de tôles. Les routes étaient jonchées d'arbres tombés. Les lumières des petites villes vacillèrent jusqu'à s'éteindre complètement. À Pehuajó, une femme se souviendrait des années plus tard du moment précis où elle entendit le rugissement du ciel, une vibration qui lui transperça la poitrine, suivie d'un silence si absolu qu'il semblait surnaturel. Puis vint le rugissement. Le vent arracha le toit de sa maison et le projeta à plus de 100 mètres. Elle survécut, serrant ses enfants contre elle, tandis que la tempête s'apaisait aussi vite qu'elle était arrivée. Personne n'aurait pu imaginer que ce n'était que le début. Dans les heures qui ont suivi, des dizaines de tornades ont surgi dans différentes régions de la province, comme si l'air lui-même s'était déchaîné. Sur le radar météorologique des EISA, les opérateurs ont perçu des signaux confus, de multiples échos, des formes qui se multipliaient trop rapidement. La technologie de l'époque n'était pas prête à comprendre ce qui se passait. Le ciel argentin était devenu une mosaïque chaotique. Des éclairs illuminaient des entonnoirs simultanés, une douzaine d'entre eux tourbillonnant simultanément au-dessus des champs. C'était une danse destructrice qu'aucun appareil photo ne pouvait pleinement capturer. Les stations météorologiques s'effondraient, les rapports étaient contradictoires, et le vent, ce vent au parfum de terre arraché, continuait de hurler dans l'obscurité. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut considérer un concept bien connu des météorologues. Une tornade. En termes simples, il s'agit d'une séquence de plusieurs tornades se développant en peu de temps, toutes issues du même système orageux. Aux États-Unis, ces événements sont étudiés et redoutés. Mais dans l'hémisphère sud, et particulièrement en Argentine, ils sont extrêmement rares. Dans la plupart des régions du monde, les tornades se produisent de manière isolée, telles des éruptions passagères.
Mais une éruption, une épidémie, comme on l'appelle dans le jargon scientifique, est tout autre chose. Elle résulte d'une atmosphère ayant atteint un tel niveau d'instabilité qu'elle produit des tornades les unes après les autres, sans répit, comme si la nature avait perdu le contrôle de sa propre puissance. Dans la nuit du 13 avril 1993, la situation était exactement la même. Un gigantesque système de tempêtes supercellulaires s'étendait du sud de Cordoba à la province de Buenos Aires, générant plus de 100 tornades en seulement 6 heures. L'ampleur du phénomène défiait tous les records connus. En comparaison, même certaines tornades historiques aux États-Unis, comme celle d'avril 1974, avec 148 tornades, se sont développées sur une zone beaucoup plus vaste et avec de meilleures conditions de surveillance. En Argentine, en revanche, personne n'était préparé. Ce qui rendait cette éruption si inhabituelle n'était pas seulement le nombre d'entonnoirs, mais leur répartition. Des tornades apparaissaient simultanément en différentes parties du monde, séparées par des dizaines de kilomètres, mais reliées par une structure orageuse commune. C'était comme si l'atmosphère avait tissé une toile d'une violence parfaite. Chaque supercellule, tournant sur elle-même, donnait naissance à un nouveau vortex. Certaines duraient quelques minutes, d'autres quelques secondes, mais le résultat était le même, une destruction en chaîne. Les relevés météorologiques ultérieurs ont révélé des valeurs extrêmes. Le niveau d'instabilité, appelé CAP, était extrêmement élevé, indiquant une accumulation d'énergie dans l'atmosphère prête à être libérée. Une masse d'air chaud et humide venue du nord est entrée en collision avec un front froid descendant du sud, créant un contraste saisissant. À cela s'ajoutaient des vents forts en altitude, créant le cisaillement nécessaire à la rotation des tempêtes. C'était une combinaison parfaite, presque impossible à reproduire. Mais il y a autre chose. La géographie des plaines de la Pampa a contribué au phénomène. Ces vastes étendues, dépourvues de montagnes et d'obstacles, permettent aux masses d'air de circuler librement, accumulant de l'énergie sans se dissiper. C'est le même principe qui transforme le centre des États-Unis en la célèbre allée des tornades. Cette nuit-là, pendant quelques heures, Buenos Aires est devenu son pendant méridional. La plupart des tornades enregistrées lors de l'épidémie étaient classées Fun Av 3 sur l'échelle de Fujita. Cela correspondait à des vents allant de 160 à 320 km par heure, suffisamment pour déraciner des arbres, renverser des véhicules et démolir des bâtiments fragiles. Si toutes n'ont pas touché de zones habitées, celles qui l'ont fait ont laissé derrière elles un sillage indélébile. Des routes jonchées de débris, des poteaux électriques tordus et un silence que seule l'aube pouvait rompre. Les scientifiques argentins étaient déconcertés. Rien de tel n'avait jamais été documenté dans l'hémisphère sud. Les cartes radars étaient rudimentaires et le réseau d'observatoires limité. L'ampleur de l'épidémie ne put être reconstituée que des années plus tard, en combinant témoignages, photographies et analyses satellites. C'est alors que l'impensable fut confirmé. Plus de 100 tornades s'étaient abattues entre 20h et 2h du matin. Un record, certes, mais aussi un avertissement. Car ce qui s'est passé cette nuit-là a démontré que l'Argentine, loin d'être à l'abri des tornades majeures, fait partie de l'une des zones les plus actives de la planète. Un territoire où les ingrédients d'un chaos atmosphérique peuvent se combiner à tout moment. Les météorologues modernes observent encore cet épisode avec stupéfaction. Ce n'était ni un accident ni un caprice météorologique. C'était une manifestation parfaite de la physique atmosphérique. Une tempête de conditions impossibles qui, pendant quelques heures, a transformé le ciel argentin en un laboratoire infernal. En météorologie, les catastrophes ne surviennent jamais par hasard. Chaque tornade, chaque tempête, est le résultat d'une série d'ingrédients qui se combinent avec une précision extrême. Dans la nuit du 13 avril 1993, l'atmosphère du centre de l'Argentine combinait tous ces éléments en un mélange mortel. C'était littéralement le cocktail parfait. Depuis plusieurs jours, une masse d'air tropical s'élevait du nord du pays, chargée d'humidité et de chaleur. L'air, saturé de vapeur d'eau, s'accumulait au-dessus de la plaine de Buenos Aires telle une bombe latente. Les températures étaient inhabituellement élevées pour la saison, et le ciel, bien que dégagé en début de journée, avait une teinte que les météorologues qualifient de laiteuse et lumineuse, typique des journées à fort potentiel énergétique. Pendant ce temps, du sud, un front froid
avançait fortement depuis la Patagonie. Les cartes de pression montraient une ligne frontale nette qui traverserait la province dans l'après-midi. Dans les airs, les vents s'accéléraient et changeaient de direction avec l'altitude. À la surface, il soufflait du nord. À 500 mètres, il soufflait de l'ouest. Et à haute altitude, il soufflait du sud-ouest. Cette variation, appelée cisaillement vertical du vent, est l'un des principaux facteurs de la transformation d'une tempête en supercellule. Une collision était inévitable. Lorsque les deux masses d'air entrèrent en collision au-dessus du nord-ouest de Buenos Aires, l'atmosphère libéra toute son énergie. L'humidité venue du nord commença à monter violemment, et l'air froid venu du sud servit de catalyseur. En quelques minutes, le ciel se remplit de tours de convection, des colonnes de nuages qui s'élevaient jusqu'à 14 km de hauteur. Sur les radars primitifs de l'époque, ces structures apparaissaient comme des plaques denses et irrégulières. Mais la réalité était bien plus complexe. Il s'agissait d'usines à tornades en pleine activité. Chaque supercellule tournait sur son propre axe. À l'intérieur, courants ascendants et descendants s'entremêlaient dans un équilibre précaire. L'air chaud montait en spirale, se refroidissant et se condensant en nuages qui tournaient à des vitesses incroyables. À mesure que cette rotation s'intensifiait, l'entonnoir descendait de la base du nuage, cherchant à toucher le sol. Ce fut l'origine de la première tornade enregistrée cette nuit-là, et de celles qui suivirent. Des images satellites ultérieures ont révélé que, sur une période de 6 heures, le système orageux s'est étendu sur plus de 400 km. C'était une ligne d'énergie monstrueuse qui se déplaçait lentement vers l'est, déclenchant une série de tornades quasi simultanées. L'interaction entre les vents de surface et les vents d'altitude a créé un environnement si instable que toute nouvelle cellule convective avait une forte probabilité de former un entonnoir. L'ampleur du phénomène ne peut être comprise qu'en considérant les indices atmosphériques de ce jour-là. Le CAPE, une mesure de l'énergie disponible pour la convection, a atteint des valeurs supérieures à 3000 joules par kilogramme, un chiffre comparable aux grandes épidémies de l'Oklahoma ou du Texas. À cela s'ajoutait un taux d'humidité supérieur à 70% et une température de surface supérieure à 25 degrés Celsius. Des conditions explosives pour une nuit d'automne dans l'hémisphère sud. À l'époque, les météorologues, dépourvus d'outils de modélisation modernes, étaient peu prévenus de ce qui allait se produire. Les avertissements étaient confus et les données incomplètes. Personne ne se doutait qu'il s'agissait d'une tempête historique. Ce qui s'est passé ensuite allait transformer à jamais notre compréhension des phénomènes météorologiques extrêmes en Argentine. Au fil des heures, le système convectif s'est développé jusqu'à occuper une grande partie du centre du pays. Les éclairs étaient continus, le tonnerre assourdissant. Chaque décharge électrique illuminait un nouvel entonnoir descendant du ciel. L'atmosphère était devenue une machine parfaite, mue par le contraste thermique et l'humidité, déchaînant sa fureur avec une précision quasi mathématique. Il était 8 heures du soir lorsque le premier entonnoir s'abattit sur les champs d'Henderson. Au début, on n'entendait qu'un murmure lointain, un grondement sourd qui grondait comme le tonnerre. Puis, une rafale de vent balaya les arbres et souleva un rideau de poussière qui couvrit tout l'horizon. Les habitants regardèrent vers l'ouest et aperçurent une large colonne grise en spirale, s'approchant avec une lenteur terrifiante. C'était la première tornade de la nuit et le prélude à un cauchemar. Quelques minutes plus tard, l'énergie contenue dans l'atmosphère s'est pleinement libérée. De Pehuajó à Bolivar, d'Urdampilleta à Dero, des rapports confus ont commencé à émerger. Un nuage en rotation, un bruit de train, le ciel en feu. Les lignes téléphoniques se sont effondrées. Des fils électriques tombés ont jailli au-dessus des rues inondées. Personne ne pouvait communiquer et personne ne comprenait qu'il ne s'agissait pas d'une simple tempête, mais d'une chaîne de tornades interconnectées, déployées comme une armée de vent. À 8h30, la foudre a illuminé un ciel sillonné de plusieurs entonnoirs simultanés. Vue du ciel, selon des reconstitutions satellites ultérieures, plus d'une douzaine de noyaux en rotation étaient visibles en activité simultanément. Chacun d'eux pouvait potentiellement anéantir une ville entière. En moins d'une heure, la plaine de Buenos Aires était devenue un échiquier chaotique. À Henderson, la première tornade a arraché des toits, renversé des éoliennes et projeté des débris à des centaines de mètres. À Urdampilleta, une église a perdu son clocher comme s'il avait été fauché. Dans les zones rurales,
Des hangars métalliques ont été désintégrés par des vents de plus de 250 km à l'heure. Le bruit était assourdissant. Un grondement profond et continu qui faisait vibrer le sol sous les pieds. À 9 heures, l'épidémie atteignit son paroxysme. Des témoins décrivirent des scènes inoubliables. À Dérault, le ciel devint vert émeraude. Et, l'espace d'un instant, la tempête s'illumina de l'intérieur, comme si elle respirait la lumière. Peu après, un nouvel entonnoir descendit lentement, tourbillonnant avec une élégance sinistre, avant de s'abattre sur les abords de la ville. Les maisons en bois furent emportées comme des feuilles, les voitures traînées sur plusieurs mètres, et l'air se chargeait de fragments acérés. À Pehuajó, les habitants tentaient de s'abriter dans les toilettes ou sous de lourds meubles. Certains priaient, d'autres hurlaient. À la périphérie, un camion de marchandises fut soulevé et jeté dans un champ à plus de 100 mètres. Ailleurs, un moulin à vent était réduit à l'état de débris de fer. Chaque éclair qui frappait la terre révélait de nouvelles colonnes de destruction tourbillonnant dans l'obscurité. On aurait dit un essaim d'ombre dansant au rythme du tonnerre. Les radios locales diffusaient des messages intermittents. Violente tempête sur Pehuajó, risque de tornade, coupure de courant, les voix tremblaient. À la station météorologique d'Ezeiza, les radars analogiques affichaient de multiples signaux, des échos réfléchis qui se mélangeaient. Personne à Buenos Aires ne comprenait encore que plus de 100 tornades se produisaient presque simultanément. Entre 20 et 1h et 23h, le phénomène a atteint son ampleur maximale. Des entonnoirs se sont multipliés le long d'une ligne d'orage de près de 400 km de long. Les villes de General Villegas, Bragado, Azul et Olavarría ont signalé d'importants dégâts. À certains endroits, la pluie tombait horizontalement, poussée par des vents irrésistibles. À d'autres, le ciel s'est ouvert comme une plaie lumineuse, révélant l'espace de quelques secondes le chaos qui régnait en contrebas. À minuit, alors que beaucoup pensaient le cauchemar terminé, une nouvelle vague d'orage s'abattit sur le sud de la province. À 9 de Julio et Saladillo, l'éclair révéla des colonnes de vent tourbillonnant au-dessus des champs, déracinant des arbres debout depuis des décennies. Les animaux couraient sans but, et les lumières des villes vacillèrent avant de s'éteindre complètement. La nuit fut plongée dans une obscurité totale, troublée seulement par le bruit du vent. À 2 heures du matin, l'atmosphère commença enfin à se stabiliser. Les supercellules épuisées se dirigèrent vers le Rio de la Plata. Le silence revint peu à peu, mais un silence empreint de peur. Dans chaque ville, des sirènes improvisées retentirent, à la recherche de survivants. Les routes furent bloquées, les poteaux électriques abattus et les radios coupées. L'aube du 14 avril était silencieuse, presque irréelle. Au-dessus des champs de Buenos Aires, le brouillard était bas, obscurcissant ce qui restait des villes meurtries par la fureur de la nuit précédente. Alors que le soleil commençait à éclairer la plaine, l'ampleur de la tragédie devint évidente. Là où il y avait autrefois des toits, il n'y avait plus que des décombres. Là où il y avait eu des arbres, il ne restait que des troncs déracinés. Et à chaque coin de rue, la même expression sur les visages. L'incrédulité. À Henderson, les rues ressemblaient à un champ de bataille. Les voisins marchaient parmi les débris de bois, les tôles pliées et les éclats de verre, à la recherche de signes de vie. Certains tenaient des photos, d'autres s'embrassaient simplement en silence. Le vent avait arraché tout ce qui était fragile, laissant une trace indélébile sur son passage. C'était comme si le ciel s'était ouvert et nous avait soufflé dessus, a déclaré un vieil homme en regardant sa maison, réduite à un squelette de briques. À Urdampilleta, l'église, qui avait perdu son clocher, devint un abri de fortune. Là, les blessés arrivèrent couverts de poussière et de sang, le regard vide. Médecins et bénévoles improvisèrent des civières aux portes brisées. Les cloches, tombées au sol, gisaient comme les témoins silencieux et métalliques du désastre. Les récits étaient des fragments d'une seule et même histoire. Le grondement, l'air chaud poussant contre les murs, le silence qui suivit la destruction. À Dérault, les écoles servaient de centre de secours. Les enfants ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Certains se demandaient si le vent reviendrait les chercher. Aux abords, la campagne avait changé de forme. Des silos emportés par le vent jonchaient le sol comme des jouets cassés. Les routes rurales étaient méconnaissables. Poteaux tordus, clôtures arrachées, animaux morts côtoyant les vivants.
Le paysage était une plaie ouverte. Les autorités locales, privées de communication et d'électricité, comptaient sur les véhicules de police pour coordonner les secours. Des radios à ondes courtes diffusaient des appels de détresse. Pewajo a besoin de médecins. Urdampieta sans électricité. Henderson isolé. Chaque mot avait un poids énorme. Aucun système national d'urgence n'était préparé à une catastrophe d'une telle ampleur. Le pays s'est réveillé en apprenant que Buenos Aires avait été frappé par ce que peu croyaient possible. Une nuit de 100 tornades. Les survivants ont raconté des détails terrifiants. Un homme a raconté avoir vu son tracteur de plusieurs tonnes s'envoler comme une feuille de papier. Une femme a raconté comment le vent avait arraché la porte de sa maison et l'avait projetée sur celle d'un voisin. Une autre a dit que l'air sifflait, comme s'il était vivant. Mais le plus terrifiant fut peu être le silence qui suivit, ce calme pesant, tandis que le vent se retirait, ne laissant que le bruit des gémissements et des craquements du bois. Dans les petits villages, où les maisons étaient modestes, les dégâts étaient complets. Les maisons aux toits de tôle se sont désintégrées. Des arbres ont été déracinés, laissant des cratères dans le sol. À certains endroits, la tornade avait tournoyé avec une telle violence que les récoltes avaient disparu, aspirées par l'entonnoir. Des animaux désorientés erraient parmi les décombres, cherchant refuge. Tout semblait suspendu dans une sorte de rêve brisé. Il a fallu des heures aux médias nationaux pour saisir pleinement ce qui s'était passé. Les premières images montraient des scènes dignes d'un film apocalyptique. Véhicules renversés, poteaux tordus comme des fils, murs effondrés. Les caméras montraient des voisins nettoyant les décombres de leur maison à la main, à la recherche de documents, de photos, de tout ce qui leur rappelait la vie d'avant la catastrophe. La solidarité, cependant, s'est immédiatement manifestée. Des camions sont arrivés des villes voisines avec des vêtements, de la nourriture et des bénévoles. La tragédie avait uni tout le monde autour d'un même sentiment, l'entraide. Dans certains villages, les cimetières manquaient de place pour les corps. Les familles se rassemblaient autour des décombres, priant ou observant simplement en silence. Personne ne comprenait comment une telle violence avait pu se produire sans prévenir. Ce n'était qu'une question de minutes, répétait-il sans cesse. Le ciel rugissait, et puis plus rien. Au milieu d'une telle dévastation, des histoires d'espoir ont également commencé à émerger. Un enfant retrouvé vivant sous un lit en fer. Un chien qui a conduit les sauveteurs jusqu'à son maître coincé. Un couple de personnes âgées qui a survécu, blotti dans un réfrigérateur renversé. C'étaient des lueurs d'humanité au milieu du chaos. Au fil des heures, les hélicoptères de secours ont commencé à survoler la zone. Vu du ciel, le spectacle était saisissant. Des lignes de destruction rectilignes, comme si des géants invisibles avaient traversé la province, traçant des cicatrices parallèles sur le territoire. C'était le scénario d'une nuit impossible. Une nuit qui resterait gravée dans la mémoire collective argentine comme la plus féroce jamais vécue. Après cette nuit-là, la grande question était inévitable. Comment était-il possible que personne ne l'ait vu venir? Comment le ciel avait-il pu déchaîner une telle fureur sans avertissement? Dans les années 1990, l'Argentine ne disposait pas de l'infrastructure météorologique nécessaire pour détecter une épidémie d'une telle ampleur. Et cette lacune, plus que technologique, fut aussi une leçon qui allait marquer à jamais l'histoire de la météorologie du pays. En 1993, le réseau de radars météorologiques argentins était minimal. Il ne comptait que quelques appareils analogiques à portée limitée. Le principal, situé à Ezeiza, utilisait une technologie des années 1970. Ces radars affichaient des images en nuances de vert et de blanc sur des écrans circulaires, interprétés manuellement par des techniciens. Il n'y avait ni couleur, ni résolution précise, ni système de suivi automatique. Pour détecter une supercellule, cette monstrueuse usine à tornades, il fallait lire entre les lignes, discerner des motifs presque invisibles dans un océan d'interférences. Les météorologues de service cette nuit-là firent de leur mieux. À mesure que les signaux se multipliaient à l'écran, ils commencèrent à soupçonner un phénomène inhabituel. Mais le système était lent. Les communications avec les stations de l'intérieur dépendaient de lignes téléphoniques instables, et nombre d'entre elles avaient été coupées par la tempête elle-même. Ce qui, aux États-Unis, aurait déclenché une alerte immédiate, se transforma en incertitude en Argentine. Il n'existait pas encore de système national d'alerte précoce. Les alertes reposaient sur les bulletins émis par le Service météorologique national,
diffusés à la radio ou à la télévision. Mais le processus était lent. De l'observation à la publication, des heures pouvaient s'écouler. Lorsque les rapports parvenaient aux médias, les tornades avaient déjà fait leur œuvre. La vitesse des vents dépassait largement les prévisions. À cela s'ajoutait un problème structurel, la méconnaissance des tornades par le public. Dans la majeure partie du pays, ces phénomènes étaient perçus comme des phénomènes rares et non comme de réelles menaces. Les gens ne savaient ni comment réagir, ni où se mettre à l'abri. Dans de nombreuses maisons, les toits en tôle s'envolaient à la première rafale de vent, et les habitants sortaient pour observer le ciel, ignorant que l'entonnoir pouvait être mortel. La culture de la prévention, si profondément ancrée dans des régions comme le Midwest américain, était inexistante. Les images radars enregistrées cette nuit-là, qui seraient numérisées des années plus tard, montraient une séquence terrifiante. L'éruption ne se résumait pas à un événement unique, mais à une chaîne continue de supercellules s'étendant du nord de la Pampa au Rio de la Plata. Cependant, le manque de précision empêchait les météorologues de distinguer chaque cellule individuellement. De leur point de vue, la tempête ressemblait à une masse gigantesque. Il était impossible de savoir qu'au sein de cette masse, plus de 100 tornades se préparaient. Les rapports officiels sur les dégâts ont mis des jours à être consolidés. Certains villages ont été isolés pendant plus de 48 heures. Les témoignages oculaires ont constitué la principale source d'information. Et la reconstitution de l'épidémie s'est déroulée presque comme une enquête médico-légale. Comparaison des témoignages, des dates, des photographies et des traces sur le terrain. Ainsi, peu à peu, les scientifiques ont commencé à comprendre l'ampleur des événements. Le manque de technologie n'était pas la seule cause de la catastrophe, mais c'était la plus évidente. Si Buenos Aires avait disposé d'un radar Doppler moderne, capable de mesurer la vitesse du vent lors des tempêtes, cette nuit-là, les autorités auraient pu émettre des alertes précises à l'avance. Mais en 1993, un tel équipement était encore un luxe réservé aux grands centres de recherche étrangers. La catastrophe de 1993 a laissé de profondes cicatrices. Mais elle a aussi été le point de départ d'un changement radical. L'Argentine, habituée à considérer les phénomènes météorologiques comme de simples caprices du climat, a commencé à comprendre que l'atmosphère pouvait être aussi implacable que n'importe quelle autre force naturelle. La nuit des 100 tornades est devenue un symbole, un tournant entre l'ignorance et la prise de conscience. Dans les mois qui ont suivi, météorologues, ingénieurs et responsables ont analysé les données à maintes reprises. Les images radars ont été étudiées image par image, les cartes de pression ont été redessinées et les témoignages recueillis avec une précision quasi scientifique. Leur constat était clair. Le pays avait besoin d'une révolution dans sa façon d'observer le ciel. La première étape a consisté à moderniser les radars. Avec l'aide d'institutions scientifiques nationales, des projets ont été lancés pour installer des équipements Doppler de pointe capables de mesurer la vitesse et la direction du vent en temps réel. Pour la première fois, l'Argentine pouvait voir l'intérieur des tempêtes, détecter les rotations, émettre des alertes précises et anticiper les phénomènes météorologiques violents. Le pays a commencé à construire son propre système de défense météorologique. La tragédie a également entraîné la création de réseaux de communication entre les provinces et le service météorologique national. Les rapports auparavant isolés se sont transformés en un flux d'informations coordonnées. Les satellites géostationnaires, qui étaient au début des années 1990 des outils de télédétection, ont intégré la surveillance quotidienne. En peu de temps, le pays a commencé à prévoir avec plus de précision et surtout à émettre des alertes précoces. Mais les leçons les plus marquantes ne se limitaient pas aux sciences. Dans les écoles rurales, les enseignants ont commencé à enseigner la conduite à tenir en cas de forte tempête. Des exercices d'évacuation, des campagnes de sensibilisation et des plans d'urgence locaux ont été mis en avant. L'idée était simple. Une population préparée peut survivre à ce qu'une population non préparée ne peut pas. Une culture de la prévention, quasi inexistante dans les années 1990, a commencé à prendre forme. Au niveau international, la communauté scientifique a suivi les événements avec intérêt. L'épidémie de Buenos Aires a démontré que l'hémisphère sud possédait sa propre zone des tornades.
un corridor s'étendant du nord de l'Argentine à l'Uruguay et au sud du Brésil. Les études, les collaborations et les comparaisons avec l'allée des tornades nord-américaines se sont multipliées. Ce qui était autrefois une rareté est devenu un domaine de recherche sérieux et nécessaire. Parallèlement, les municipalités touchées ont entrepris de reconstruire non seulement leurs maisons, mais aussi leur identité. Chaque ville a planté de nouveaux arbres, construit des écoles renforcées, installé des sirènes et construit des abris souterrains. À Henderson, une plaque de bronze commémore les victimes et remercie les personnes qui ont apporté leur aide. À Pehuajó, la communauté a érigé un monument avec des fragments de métal torsadés récupérés après la tempête, une façon de transformer le deuil en souvenir. Au fil du temps, cet épisode est devenu un avertissement récurrent. Chaque fois que le ciel s'assombrit et que le vent souffle du nord, les Buenos Aires se souviennent de cette nuit. Les météorologues, quant à eux, observent les radars avec respect. Ils savent que l'atmosphère peut se reproduire, que les mêmes ingrédients peuvent se mélanger à nouveau. Mais ils savent aussi qu'aujourd'hui, le pays est mieux préparé. Les nouvelles générations de scientifiques argentins ont grandi avec cette histoire. Certains, inspirés par les images et les récits de 1993, ont décidé de se consacrer à l'étude des tempêtes violentes. Grâce à eux, l'Argentine est devenue une référence régionale dans l'étude des supercellules et des microrafales. Ce qui avait commencé comme une tragédie s'est transformé en un élan scientifique, 30 ans plus tard, alors que le vent souffle avec force sur la pampa et que l'horizon se grisonne. Une nouvelle génération regarde le ciel sous un angle différent, non plus comme un ennemi, mais comme un maître ayant autrefois démontré sa puissance absolue. La nuit des 100 tornades perdure, non seulement dans la mémoire de ceux qui ont survécu, mais aussi dans chaque système d'alerte, chaque exercice scolaire et chaque décision scientifique visant à empêcher que l'histoire ne se répète. La nuit des 100 tornades nous rappelle que la nature est puissante, imprévisible et parfois terrifiante. Mais connaître, étudier et se préparer nous donne un avantage sur sa force. Pour continuer à explorer les phénomènes extrêmes, entendre des histoires bouleversantes et découvrir comment les forces météorologiques les plus violentes se déchaînent, abonnez-vous à Tornade Extrême. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode et rejoignez-nous dans cette aventure à travers les cieux les plus violents de la planète. Parce qu'ici, chaque tempête a une histoire à raconter et chaque histoire mérite d'être entendue.